Allez, on va démarrer donc avec, après avoir eu une semaine décisive un petit peu, hein, sur la Fed, enfin du moins une semaine, très importante. Hem, les marchés devraient donc pouvoir, nous donner une belle semaine, cette semaine qui arrive avant de partir sur les fêtes de Noël et de revenir un peu plus vers le 5 janvier, certainement. Donc pour cette semaine, qu'est-ce qui va nous attendre? Dans ce format du dimanche, d'abord, on commence par analyser un petit peu la semaine qui arrive et après on verra la semaine, qui vient de passer, le contexte de marché. Qu'est-ce qu'on peut penser de la semaine qui arrive en termes de graphique? Salut Alain. Donc le 15 décembre, on va avoir donc l'indice manufacturier de New York, 14h30. C'est hors marché, mais ça peut nous aider. New York, surtout qu'on sait que c'est une fête qui compte, hein, la fête de New York. Forcément, discours de Williams, 16h30. Les T-bills derrière. Mardi, il y a pas, c'est des petits T-bills, donc ça ira. Mardi 16, on va avoir donc le chiffre ADP, 14h15. Chiffre ADP de l'emploi, 14h30. Les chiffres du chômage, salaire moyen, on va voir en plus que ça va commencer progressivement à avoir un intérêt, le salaire moyen. Création d'emplois non agricoles, le taux de chômage, donc comme je vous disais, chiffre du chômage qui sortira un mardi pour le mois de novembre, hein. C'est justement pour ceux les plus proches, c'est quand même pas mal. Il y en a 14h30, plein là. on a une Ouais. saucée d'indices, Vraiment. de stats. 15h45, donc ça va être la stat de la journée qui va être assez importante aussi. Donc le PMI service, le combo PMI service et chômage, généralement, c'est volatile. Les deux PMI, hein, service et manufacturier, mais forcément, c'est le PMI service qui nous intéresse le plus, hein. 75% de l'économie américaine tourne autour du service. Mercredi 17, donc plus rien après 15h45, donc prenez le temps, profitez-en. 14h15, discours de Waller. 15h05, Williams, président de la Fed de New York. 18h, le GDP Atlanta. 18h30, Bostik. Et 19h, l'adjudication. 20 ans. Donc mercredi déjà pas trop mal, mardi aussi pas mal. Jeudi, ça va être d'habitude, c'est le jour du chômage, mais là, ça va être le jour aussi de l'inflation. Donc, on va avoir les deux, le combo, inflation plus chômage, hein. Je vous rappelle que c'est inflation plus chômage, c'est justement le mandat de la Fed. Donc, on va avoir l'IPC de novembre, le CPI. Le CPI, c'est Consumer Price Index, hein, donc c'est pas la stat préférée de la Fed, mais c'est une stat forcément qu'elle surveille en termes d'inflation. On va avoir l'IPC, l'IPC Core, bien sûr. On va avoir des données sur l'emploi. Et pareillement, normalement, c'est le lendemain. Donc, on va voir après la Fed. OK. Indice des tendances de l'emploi à 16h. 17h, IPC Cleveland. Et là, on sera bon. Et donc, le 19, le vendredi, on aura pareil 14h30
une journée d'inflation avec le PCE. Et donc là, le PCE, on sait que c'est la mesure d'inflation préférée de la Fed puisqu'elle concerne vraiment les produits les plus achetés, les plus consommés par les Américains. Et donc, elle est plus proche d'une réalité de perception des consommateurs. Et à 16 heures, on va avoir justement cet indice Michigan qui ne plaît pas beaucoup à Powell, mais qui est là, sur les consommateurs. Et donc, on pourra voir un petit peu cette disparité que l'on constate depuis quelque temps entre le ressenti des consommateurs et les chiffres hard, les data, les hard data, les vrais chiffres d'inflation ou de situation économique qui, eux, sont plus solides que ce que peut laisser penser les indicateurs avancés comme l'indice Michigan qui nous donne une tendance, un ressenti. Donc, à ce niveau-là, 18 heures, on aura le GDP d'Atlanta. Après toute cette stat-là. Et notre semaine sera finie. On va regarder quand même le calendrier des résultats. Normalement, le plus gros est passé. Je préférais avant, quand les étoiles étaient à gauche, ça allait mieux, je trouve. Changer, c'est moins bien. Allez, on sera protégé de ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qu'il y avait à retenir un petit peu cette semaine? Forcément, une semaine de Fed. Une semaine de Fed et donc ces chiffres qui sortent. Donc, le titre de ce travail, ça va être le marché déjà tourné vers mai 2026. On va voir pourquoi mai 2026. Et donc, une semaine où a eu lieu la réunion de la Fed, une réunion qui était assez décisive. On l'avait vu ensemble la semaine d'avant, et qui devait nous fournir ces fameux dot plots. Les dot plots, c'est la fameuse projection que l'on a là pour les années à venir, pour les trimestres à venir, de ce nuage de points qui donne une tendance donc de ce que pensent les membres du FOMC et se projette donc sur le taux de chômage, le taux d'inflation, les taux directeurs des années à venir, etc. Donc, ce que l'on doit retenir dans cette réunion, tout premièrement, c'est que les membres du FOMC pensent que sur l'année 2026, nous aurons qu'une seule baisse de taux. Donc ça, c'est ici. Oh, attendez, je vais prendre. C'est ici, donc clairement, on voit que actuellement en 2025, donc on est à 3,75, on est entre la fourchette 3,75 et 4. Si on va sur le CME, vous le verrez. Le CME, je vous rappelle, c'est un sentiment de marché. Le CME, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc là, on est entre donc du coup 3,50 et 3,75. C'est la fourchette là maintenant que l'on vient d'avoir avec la baisse de taux de la Fed mercredi. Et donc on est pour la première fois officiellement sous les 4%. Et donc, c'est normal qu'on finisse donc à 3,60 là sur l'année 2025, puisque on est bien entre les 3,50 et 3,75 du CME. On voit que donc sur l'année 2026, ici, sur l'année prochaine, en fin d'année, donc ça c'est les projections en fin d'année. Donc en fin d'année, on projette un taux à 3,40. Et donc, Powell l'a précisé après sa conférence de presse, aucun des membres du FOMC n'envisage une hausse de taux. Donc, c'est pas que l'on va descendre et que dans l'année potentiellement on va remonter, c'est juste qu'on devrait ne pas baisser, rester donc plus flat. Et donc, si on compte, on devrait comptabiliser qu'une seule baisse de taux pour passer de 3,6 à 3,40 sur les taux. Et donc, être sur une fourchette entre 3,25 et 3,50 au lieu du 3,50, 3,75 sur laquelle on est. On aurait donc un seul 0,25 point de base, une seule
baisse sur l'année 2026. Donc ça, c'est un petit peu ce que voulait savoir le marché. Quel était le comportement de la Fed, hein. On avait vu que même s'il baissait les taux, la Fed, le marché s'intéresserait à comprendre, à savoir quelle était la projection, quelle était la vision de la Fed sur, sur sa projection de 2026. Un autre point qui était assez intéressant qui devrait attirer notre attention, c'est le changement en termes de PIB. Vous voyez qu'il y a une évolution positive, selon la Fed, hein, sur le PIB de l'année 2026. Donc Powell, il nous a précisé aussi, souvenez-vous, que le taux neutre, il nous avait dit, le taux neutre sera plus élevé à terme, sera plus élevé. Et là, il a pensé bon de préciser que donc, on pourrait avoir qu'une seule baisse de taux en 2026 parce qu'on se rapproche de ce fameux taux neutre, selon lui. Et donc, le taux neutre, c'est 3, hein, le c'est pas taux ça? dans lequel la Fed reste plusieurs mois, plusieurs trimestres sans changer, car Mmh. pour elle, on est sur un taux qui est en lien avec l'inflation et la croissance. C'est un petit peu le taux neutre, il est l'équilibre en quelque sorte, c'est une certaine stabilité. On peut voir surtout dans les changements de la position de la Fed, donc, que ce taux neutre serait autour de 3 du coup, Ah, et donc pour lui, comme il dit, on se rapproche finalement, hein, de ce taux neutre. Donc plus on va s'en rapprocher et plus les baisses de taux seront moins fréquentes, plus espacées les unes des autres pour laisser le temps à l'économie de travailler et que ce ne soit pas dopant, mais que ce soit plus pour rester finalement dans une fourchette qui soit plus cohérente, plus proche l'une de l'autre. Donc la Fed, on peut voir que son changement de position, il est surtout lié, donc ce changement de position de nombre de baisses de taux, puisque on pensait avoir entre 2 et 3 baisses de taux l'année prochaine, hein, et là on passerait à une baisse de taux. Et c'est même pas entre une et deux, c'est une baisse de taux, voire potentiellement, regardez, euh, entre 3 et 3,25 sur l'année 2027, donc une seule autre baisse de taux sur l'année 2027. Donc là, potentiellement, on aurait deux baisses de taux en 2 ans, alors qu'on était plutôt sur une projection de deux, voire trois baisses de taux en une seule année suite à la réunion précédente. Et donc, cette différence, elle se fait où? Elle se fait notamment par rapport à ce changement en termes de projection de PIB. Parce qu'on voit que, donc, il y a, selon eux, une bascule en termes de PIB de plus de 0,6% qui permettrait à l'économie américaine de résister et donc de ne pas baisser les taux de manière très rapide. Donc les indicateurs avancés, eux, pourtant, ils vont pas vraiment dans ce sens. Comme je vous disais, si quand on relit et quand on lit les annonces de sentiments des consommateurs, on a des annonces de sentiments de consommateurs, que ce soit en termes de projection d'inflation, de ressenti, ou des chefs d'entreprise qui ne sont pas vraiment dans ce sens, hein, qui ne sont pas très bons. Et la Fed, elle nous dit un peu comme qu'elle pense un petit peu comme l'administration Trump, que s'il n'y a pas d'autres surprises et que s'il n'y a pas d'autres mouvements, notamment sur les tarifs, alors pour elle, les projections économiques qu'elle anticipe seraient positives et intéressante. Donc pourtant, un peu en écart avec ce sentiment des consommateurs. Alors pourquoi? Déjà parce que Powell, il nous dit qu'on a de l'investissement dans l'IA qui reste présent. Et il nous a annoncé aussi une surprise qui était pas attendue du tout par le marché. Autant le marché espérait, on l'avait vu, un très gros pourcentage d'avoir une baisse de taux, autant le marché a été surpris par une phrase, c'est que Powell nous annonce des rachats d'actifs de 40 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on l'avait vu, souvenez-vous, on avait regardé le bilan de la Fed qui était fortement monté pendant le Covid et qui après progressivement était sur un désengagement de la Fed, hein, essayer de diminuer le bilan de la Fed. Et donc là, il annonce un investissement, un rachat d'actifs sur plusieurs mois, hein, sur quelques mois, jusqu'à avril 2026, donc pour un montant total de 40 milliards d'euros. Puis, une révision à la baisse, ça n'a pas pour vocation de durer dans le temps, c'est pas fait
pour qu'on reparte sur du quantitative easing avec donc une Fed qui vraiment s'implique de plus en plus. Mais en tout cas, là, sur les 3 4 mois à venir, oui, la Fed va plus s'impliquer que jusqu'à maintenant et va injecter 40 milliards de plus d'actifs que ce qu'elle le faisait précédemment. Donc, elle va changer de comportement pendant les 3 4 mois qui arrivent. Pourquoi avril? Parce qu'aux USA, c'est la période des impôts. Donc, jusqu'à cette période-là, la Fed investira et fera du rachat d'actifs. Donc, on a aperçu du coup une divergence, notamment dans les votes des membres de la Fed. Il y a une certaine distension entre les membres du FOMC. Il y a, pour cette baisse de taux qui a eu lieu dans la semaine, eu 9 voix pour une baisse de taux, alors que 3 étaient pour rester fixe, donc contre cette baisse de taux. Alors 9-3, vous me direz, c'est une majorité qui est assez écrasante, hein, donc normalement, c'est pas inquiétant. On peut quand même se dire que c'est rare qu'on ait vraiment des dissidents, si on peut dire, vraiment des personnes qui comptent faire entendre leur voix. Normalement, il y en a un qui des fois est irréductible, mais les autres se rallient au consensus. Et donc, c'est pas toujours fréquent d'avoir un quart, hein, puisque si on compte 3 voix, donc ça veut dire qu'on a 3 fois 4, 12, donc c'est bien ça, un quart du panel des membres du FOMC qui, quand même, n'étaient pas d'accord et ont tenu à le faire savoir en maintenant dans leur fameux dot plot donc une position comme quoi eux n'auraient pas baissé les taux. Il a précisé d'ailleurs, Powell, que les échanges sont respectueux, mais que les positions sont affirmées. Il a voulu dire. Bon, en même temps, même s'il se foutait sur la gueule ou s'il se disputait, il ne nous le dirait pas. Ça, on s'en doute. Mais en tout cas, ce qu'il a voulu, à mon sens, faire passer par ce message-là, c'est que les positions affirmées, elles viennent notamment du camp de l'administration. Du camp de l'administration qui doit assez fortement faire bouger les lignes, essayer par lobbying et par pression de convaincre certains pour aller chercher des voix, pour accélérer les baisses de taux, plus que ceux qui, en fait, finalement, sont plus en distension en campant sur une position de ne pas baisser. Et donc, en fait, on peut se dire, et c'est comme ça, moi, personnellement, que je le prends un petit peu, c'est que s'il a eu besoin de préciser ça et que les positions affirmées, même si les échanges sont respectueux, ça veut dire que peut-être certains ont basculé du côté de la majorité pour une baisse de taux, un petit peu convaincus, mis sous pression ou sous échange de par l'administration. Donc, on peut se dire que la Fed a baissé les taux, mais que ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein, finalement. Il y a eu plus de débats qu'on pouvait le penser. Et donc, on n'attend pas au mois de janvier forcément une baisse de taux, déjà parce que, on l'avait vu la dernière fois, la Fed n'est pas vraiment partisane de baisser les taux sur le début d'année. Ils attendent plutôt la fin d'année pour faire un petit peu le bilan, de voir ce qui s'est passé et voir quelles actions, qu'est-ce qui se passe lorsque les taux ont été baissés avant de recommencer et de repréciser, de remettre en place une nouvelle baisse, pouvoir constater, voir les effets. Il a rappelé donc, M. Powell, que le double mandat de la Fed, c'était donc l'inflation et le chômage, et que cette décision de baisse de taux, une fois de plus, était prise par rapport à l'emploi, parce qu'il a rappelé que l'inflation reste trop élevée que même et que ça, il a précisé en fait suite, c'est pour ça qu'il parlait des positions affirmées et que les échanges respectueux, c'est qu'il a précisé que il y avait un consensus par contre au sein de la Fed, de tous les membres de la Fed, que l'inflation reste trop élevée et que la seule chose qui différencie les membres, c'est la vision long terme qu'ils ont face à cette inflation. Donc c'est quand même intéressant de se dire que tous les membres de la Fed et donc même ceux qui sont plutôt pro-Trump
puissent penser que l'inflation est trop élevée et que c'est juste une vision de ce qui va se passer par la suite qui change. Voilà, Powell, il a précisé donc que les investissements dans l'IA se poursuivent. Donc ça, on peut, selon moi, y voir un fort lien avec la projection ici, le changement de position avec une projection à la hausse du PIB, hein, puisqu'on l'a vu, c'est l'IA qui porte essentiellement le PIB aux États-Unis. Et donc, ça justifie aussi l'idée que les chiffres un petit peu plus avancés, les indicateurs un petit peu plus avancés, les indicateurs un peu plus de sentiments ne sont pas réellement liés aux chiffres hard data, puisque les chiffres hard data sont dopés finalement par des investissements, par quelques grosses entreprises qui cachent un petit peu la forêt. Il dit donc aussi que l'économie, ah oui, il a dit l'économie que nous avons actuellement n'est pas en surchauffe. Hein. Et donc, je pense que ce qu'il veut dire là, c'est que on a vu que l'inflation dans les services, elle est plus en train de progresser. Elle est plutôt en train même de se maintenir, voire de ralentir. Hein. Elle est plutôt bien en place. L'inflation dans les services est plutôt bien gérée. Et que si, du coup, on a de nouveaux changements dans les taxes douanières, l'inflation, elle devrait à un moment donné être stationnaire. Alors, ce qu'il explique, surtout, c'est qu'après, il nous a donné une autre phrase où il explique que ce qu'il faudra, il a dit, il faudra plusieurs années où les salaires excèdent la progression des prix pour que les gens ressentent un sentiment de vie plus abordable. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'on est parti finalement pour une nouvelle, si on peut dire nouvelle ère, une nouvelle ère où on va avoir des indicateurs avancés qui seront normalement assez fréquemment en contradiction avec le hard data. Et ça, c'est assez un petit peu, on est quand même sur des indicateurs avancés qui sont au plus bas depuis la crise des subprimes et la crise de la dette et du Covid. Souvenez-vous, on l'avait vu la semaine dernière. Et donc, on est sur cet effet d'une pièce qui va tomber d'un côté ou de l'autre. Soit le dynamisme économique va entraîner les indicateurs et va rassurer le consommateur et le consommateur va rattraper son retard, soit à un moment donné, réellement, l'investissement ne pourra plus se faire et donc on va commencer avec investissement qui baisse et indicateurs avancés qui resteront moroses, on va commencer à rentrer dans une spirale un petit peu plus négative, un petit peu plus inquiétante, angoissante dans l'ensemble de l'économie. Et donc, c'est pour ça que Powell a expliqué ça, c'est que, donc, selon lui, il faudra plusieurs années, il a dit plusieurs années pour que les salaires excèdent la progression des prix, pour que les gens ressentent un sentiment de vie plus abordable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, même si la Fed baisse les taux, même si on paye notre crédit immobilier moins cher, même si on peut aller faire du crédit consommation pour s'endetter, même dans cette situation-là, même en baissant les taux et donc en ayant finalement une pression de crédit moins élevée au sein d'un ménage, on ne ressentira pas une vie plus abordable tant que pendant plusieurs années, les salaires, eux, ne sont pas supérieurs, la progression des salaires n'est pas supérieure à la progression des prix. C'est-à-dire que, en fait, si l'inflation ralentit, quand on dit que l'inflation ralentit, même si l'inflation, imaginons, elle est à 2% ou à 1,5%, l'inflation, elle est à 1,5% comparée au chiffre d'avant. Elle est comparée à N-1 ou au mois d'avant ou à l'année d'avant. Mais c'est pas quand on dit que l'inflation ralentit, c'est pas que on avait un chiffre de base et que finalement le prix se situe à 1,5% de ce chiffre de base. C'est que le prix est à augmenter de 1,5% par rapport au chiffre précédent. Et donc, si ce même chiffre précédent avait augmenté de 2% par rapport au chiffre précédent, qui lui-même avait augmenté de 3% par rapport au chiffre précédent, etc., 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 ça veut dire qu'on est toujours sur une tendance haussière sur l'inflation. Et haussière assez importante, finalement, puisque on n'est jamais re-rentré en déflation, et heureusement, mais même si on n'est jamais rentré dans une phase
réelle correction, des fois, le fait que les taux baissent suffisent à ce que finalement on soit sur un prix acceptable pour les ménages, où l'inflation ne rogne pas nos finances, parce que finalement on a baissé sur les taux et donc on arrive mieux à accepter cette petite forme d'inflation diffuse constante avec la progression aussi des salaires. Sauf que là, ce qu'il nous précise, c'est que même si on devait avoir une baisse des taux plus forte, le seuil de taux neutre sur lequel on va venir se poser ne permettra pas aux Américains de se dire, ben finalement, comme mon crédit me coûte moins cher, je peux maintenant payer mon kilo de patates, mon kilo de pâtes, mon kilo de tomates à ce prix-là, puisque j'ai gagné 100 balles par mois sur ma traite de crédit. Parce que les prix ont atteint des prix tellement élevés que ces 100 balles par mois de baisse de taux ne suffiront pas à donner un sentiment de vie abordable aux Américains en termes d'inflation. Et donc, il faudra que leur salaire progresse plus fortement pour qu'ils retrouvent dans quelques années, donc il faudra que leur salaire progresse pendant plusieurs années pour qu'ils retrouvent ce sentiment-là. Et ça, c'est assez fort de propos, je trouve, parce que ça veut dire qu'on est parti quand même pour un moment de morosité un petit peu, du moins dans l'esprit du consommateur. Et donc, on peut se dire qu'il y a des choses qui s'emboîtent un petit peu moyennement quand même, là, pour le coup. On a donc un marché qui, lui, ne price pas une seule baisse de taux sur l'année 2026. Hein. Il a une projection, donc, qui est la projection annoncée par la Fed. Lui, il a un regard, donc, avec une information cruciale en tête, c'est qu'en mai 2026, Trump va nommer un nouveau président de la Fed et que, on le sait, il nommera quelqu'un qui pense comme lui. Et donc, les candidats ne manquent pas, les personnes qui veulent faire entendre leur voix pour prendre cette position ne manquent pas. Et donc, Trump va venir nommer quelqu'un qui devrait, dès la réunion suivante, venir dans son sens et baisser les taux plus fortement que ce qu'a annoncé la Fed sur cette réunion. D'ailleurs, Trump lui-même a tweeté après la réunion en disant que la Fed aurait pu faire 2 fois plus que ce qu'elle avait fait, donc baisser les taux de 0,5 au lieu de 0,25. Et donc, ça montre qu'il est toujours dans cette position agressive au niveau des taux. Et c'est peut-être ça aussi, ce qui fait qu'au fil du temps, là, plus on va s'approcher de mai 2026, plus peut-être aussi on va ressentir un petit peu cette dispersion dans les membres de la Fed, avec à un moment donné des baisses de taux qui arriveront dans l'année, mais il faut espérer aussi sur une phase économique qui ne soit pas camouflée en fait par des stats un peu biaisées sur l'effet des investissements. Donc, voilà ce qu'on peut se dire et ce qu'il faut retenir, je pense, de une des dernières réunions de Fed de Powell, et du moins à grand enjeu comme celle-ci. Et moi, c'est l'élément crucial que je retiens, c'est ça, c'est cette idée donc que, selon lui, les ménages devront s'habituer à avoir un taux neutre donc qui soit plus élevé, plus proche des 3%, et donc que même le prochain, ce qui laisse sous-entendre que même le prochain n'ira pas en dessous des 3%. De toute façon, on le voit ici dans le longer run, dans la projection de taux que peut avoir la Fed dans son ensemble, et que donc c'est la progression des salaires qui permettra à un moment donné de réabsorber cette inflation. Et donc, c'est aussi pour ça que l'emploi inquiète tant, et que l'emploi est le critère qui fait agir la Fed ces derniers temps, parce que si l'inflation semble contrôlée, c'est quand même précisément l'emploi qui fera, c'est la concurrence au niveau de l'emploi, et pour le patron qui fera qu'il donne
plus de salaire, parce que si le taux de chômage se met à monter trop fortement, ben le patron, lui, a moins de pression au niveau du montant de salaire qu'il doit donner, puisque comme il y a plus de monde au chômage, il a plus de facilité pour recruter à un salaire un peu plus bas. C'est une question d'offre et de demande. Et donc, il faut que la Fed arrive à maintenir, si vous voulez, ce marché de l'emploi sur une certaine dynamique pour maintenir une pression sur les salaires et donc pour maintenir cette progression des salaires plus élevée. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la Fed. C'est le moment de les poser. Il s'en est suivi donc les résultats de Broadcom. Broadcom, c'est la 6e boîte en termes de capitalisation boursière du Nasdaq. Tiens, je n'avais pas prévu, mais on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur Broadcom. Les chiffres de Broadcom ont été plutôt bons en soi. Le cours de Broadcom, vous allez voir, il a évolué en 2 phases. Si on, voilà. Il a évolué, mince, là on est plutôt sur des bougies un peu plus longues, ouais. Il a évolué pardon, en 2 phases. Suite à ces résultats, on a eu une vraie hausse de la part de Broadcom avant d'avoir un retournement. Ce retournement, il a eu lieu parce que, alors que les chiffres étaient publiés, étaient bons, c'est dû à une conférence de presse qui n'a pas convaincu au niveau donc du board de Broadcom, avec une directrice financière qui a annoncé, vous voyez ici d'abord on était plutôt parti sur une montée avant de se retourner, avec une directrice financière qui a annoncé finalement que on avait des résultats, donc de bons résultats, et qu'est-ce qu'elle nous a, voilà, qu'une projection de marge bénéficiaire qui serait moins forte dans les projections futures. Donc, bon, ça, c'est assez surprenant quand on est dans le domaine donc, de l'IA et que on est en train d'annoncer des bons chiffres, que finalement on précise que on est. Vous voyez ici sur le côté, regardez là, la sanction qui a eu lieu sur Broadcom, moins 11%. C'est assez. Voilà, on annonce de bons résultats, mais on dit que dans le futur, nos marges bénéficiaires seront moins fortes que celles qu'on avait avant comme projection. Donc ça, c'est assez quand même, c'est assez rare comme propos. Et le président, lui, le PDG, qui lui a dit qu'il est difficile de savoir ce que l'année 2026 nous réserve et donc je ne préfère pas donner d'indication. Donc ça a fini d'achever un petit peu le marché qui s'est dit, en gros, et ça a créé un effet un petit peu presque d'angoisse sur vous voyez, sur l'IA en général, avec finalement un sentiment de possible bulle IA, en se disant, mais attends, comment une entreprise qui vient de, vous voyez, après Oracle et donc Broadcom qui lançaient leur rapport, comment ces entreprises-là peuvent finalement avoir des bons résultats, mais être si prudente dans la projection de l'avenir et avoir un PDG qui est PDG de l'IA et qui, lui, nous dit qu'en gros, 2026, ça va être trop compliqué à voir venir et que, du coup, il préfère ne pas donner d'indication. Donc ça ça pourra être une bonne surprise pour Broadcom et il récupérera très facilement les 11% qu'ils ont perdus. Ils récupéreront très facilement les 11% qu'ils ont perdus si c'était le cas. Ça peut aussi être un signe d'inquiétude pour l'IA avec la possibilité de se dire que finalement, cette projection de taux qu'à la Fed, qui est basée, cette projection de baisse de taux, d'une seule baisse de taux, qui est basée sur une économie américaine qui serait en progrès plus qu'attendu, si on peut dire, en progrès du moins avec un bon PIB, finalement pourrait ne pas tenir réellement
ne pas tenir réellement, ne pas tenir parce que on pourrait se tromper dans la projection et les patrons des entreprises IA eux-mêmes ont des doutes sur l'année 2026. Et donc ça, c'est quand même inquiétant parce que si on commence à avoir des patrons d'entreprises IA qui, eux, doutent en termes de rentabilité ou en termes de marge bénéficiaire euh, et que le marché ne monte que sur ça, forcément, ça crée une disparité entre le ressenti de marché et le ressenti de ces chefs-là, de ces chefs d'entreprise. Voilà donc pourquoi le Nasdaq a plongé. Voilà pourquoi il y a eu ce retournement alors qu'on avait plutôt des bonnes nouvelles au niveau de la Fed. Donc la Fed a été prise elle-même à son, si on peut dire, à son à ses propres projections et elle a été surplantée par l'IA. De toute façon, c'est l'IA qui dope le marché depuis maintenant plusieurs mois. Donc, c'est même plus la Fed qui peut être plus entendue que l'IA. L'IA frappe plus fort que la Fed, tellement le marché ne monte que sur l'IA. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, si certains en ont, avant de regarder un petit peu le graphique et où nous pourrions venir? Le graphique que tu avais tout à l'heure, là, comment ils finissent à 2,6 et comment ils finissent à 3,4 et ils commencent l'année prochaine à 2,6? Le graphique. C'est ce que tu avais précédent. Là. Ça? Ouais. En bas, ça finit à 3,4, mais en haut, en 2026, il commence à 2,3. 3,6, 2,3. Où ça? En bas, septembre projection, il y a écrit 3,6, 3,4. 3,6, je veux dire, à la fin de l'année 2025. Ici, 3,4, oui. Non, ça c'est la fin de l'année 2026. Et 2025, ça finit sur 3,6. Comment il commence l'année 2026 à 2,3? Mais non, mais ça, c'est la projection des taux de Fed. D'accord. La projection des taux de la Fed, chaque fois, tu vois, il y a la projection de septembre, parce que septembre, c'est une projection où, pareil, ils nous redonnent des dot plots. Donc là, le GDP, en haut, c'est le PIB. Donc là, il y a une D'accord, c'est projection pas de la même PIB. chose. Ok, Mais non, j'ai compris. là, il y a une projection de PIB en 2025, finir l'année Ouais, 2025 j'ai à compris. 1,7. Et en septembre, ils pensaient qu'on aurait 1,6. 1,6, ouais, OK? j'ai compris. Là, ils pensent qu'en septembre, on aura 1,8, mais qu'on Ouais, j'ai finira compris. l'année à 2,3 sur 2026. Mais c'est sur septembre 2020. Là, en septembre, on pensait qu'on aurait 1,8 en 2026 et on a 2, et maintenant on pense qu'on va avoir 2,3. C'est ce que je vous disais, la D'accord. projection, l'écart est énorme. Après, on peut D'accord. voir qu'en septembre, on pensait que le taux d'emploi sur 2026, le taux de chômage serait de 4,4. Ça n'a pas bougé. Que l'inflation, elle serait de 2,4. On pense maintenant à 2. On pensait 2,6, maintenant on pense 2,4. Donc on voit, comme je vous disais, qu'ils pensent que l'inflation sera mieux gérée qu'attendu. Voilà. On pensait 2,6 sur le corps PCE, on pense 2,5. D'accord, j'ai Donc, compris. les seules choses qui ont progressé, c'est l'inflation dans le bon sens et le PIB. Et donc, si on se dit, si on a plus de PIB et une inflation qui ralentit, il faut, du coup, on n'aura pas de raison directement de baisser les taux parce Ouais. que si on baisse les taux, encore plus, on aura encore plus de PIB et donc on risquerait de mettre de l'huile sur le feu pour l'inflation. D'accord. Okay. Merci. Chaque fois, la September Projection, c'est la projection qu'on avait en septembre de cette année et pour avoir la comparaison avec celle que l'on a maintenant. D'accord. Merci. Donc, Ça voilà. J'ai rien à demander. Allez, donc du coup, Je sais où pas est-ce les qu'on autres. pourrait aller? Je ne sais pas, personne C'est prend la quand même, parole. Vous pouvez c'était quand prendre la même le parole, hein. même, ton truc là, l'entreprise qu'on vient de voir là, c'était quand même le même graphique que là. Hein. Eh oui, ben oui, forcément. Le même dessin. C'est la sixième plus grosse capitalisation boursière du Nasdaq, Broadcom. C'est pratiquement le même dessin, les mêmes Donc rebonds. forcément, il pèse, même si c'est pas pondéré, en pondéré, il fait pas partie enfin, il fait partie des 10 plus grosses, mais pas des 7 magnifiques. Mais en termes de capitalisation elle-même, là oui, il fait partie des 6 premières. Donc
Broadcom, c'est quand même un gros poisson. Oracle, lui, n'est pas dans le Nasdaq, mais entraîne avec lui quand même aussi un certain sentiment sur l'IA. Donc voilà, si l'angoisse sur l'IA se poursuit, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Ben, ça, ce ne sera pas bien compliqué. Alors, si vous voulez, pour moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas... alors, vous remarquerez que je me trompe souvent quand j'envisage le graphique à la baisse, je me trompe plus souvent que quand j'envisage le graphique à la hausse. C'est-à-dire que si là, je pense que la semaine qui arrive, on va plutôt continuer de baisser assez fortement, des fois, ben, on peut récupérer toute la perte. Donc, on peut très bien revenir ici, 25 600 dans la semaine, alors que je pense peut-être, parce que j'ai peut-être un biais un petit peu plus de base vendeur et que j'aimerais qu'il y ait une information comme celle que l'on a eue sur Broadcom et sur la Fed qui fasse que le marché corrige un petit peu parce que je trouve qu'il monte trop en ligne droite. Mais si on regarde notre semaine, lundi, on n'a rien, mardi, on a les PMI, services, mais les PMI, c'est quoi? C'est un sondage auprès des entreprises de savoir comment est leur ressenti en termes de commerce, hein, donc s'ils ont les carnets de commandes pleins, etc. Et ça, on vient de le voir que normalement, ces datas-là sont un peu moins bonnes que les hard data, que les chiffres réels de l'économie. Mercredi, on a rien de déterminant, sauf même pas, on n'a rien de déterminant. Jeudi, on va avoir des chiffres sur le chômage et sur l'inflation, mais on a vu que l'inflation est bien maîtrisée et que le chômage, lui, normalement, il doit être dans une mauvaise tendance, hein, puisque la Fed a pris ses décisions par rapport au chômage. Et vendredi, on a un chiffre sur l'inflation aussi, et on voit que l'inflation, elle est bien maîtrisée. Donc, quelque part, si l'inflation ressort moins forte qu'attendue, qu'est-ce que ça va changer au marché? Honnêtement, moi, si je suis le marché, ça ne me change pas grand-chose. Parce que je me dis, de toute façon, Powell nous a expliqué que l'inflation, il considère maintenant qu'elle rentre dans une bonne dynamique, qu'elle est mieux maîtrisée qu'attendue. Donc, si effectivement, elle ressort pas trop élevée, je ne vais pas considérer, hormis qu'il y ait un gros écart, hein, bien sûr, mais si elle ressort dans les clous ou à 0,1 ou 0,2, un peu en dessous de ce que projette le marché, je ne vais pas considérer que c'est une nouvelle déterminante pour des prochaines actions, des prochaines baisses de taux ou autres pour le marché. Si l'inflation ressort plus forte qu'attendue, le marché, par contre, peut se dire, attention, l'inflation étant plus élevée qu'attendue, double critère pour la Fed pour ne pas baisser les taux pendant un long moment. Parce que finalement, on se rend compte qu'on a eu une baisse de taux, mais que l'inflation n'est pas si bien contrôlée que ça. Donc, on ne pourra pas rebaisser les taux au risque de trop dynamiser l'économie. Et les chiffres de l'emploi, s'ils ressortent, alors eux, par contre, de manière positive, avec un emploi finalement, une tendance de l'emploi qui serait bonne, donc c'est-à-dire qui est avec très peu de chômage. On pourrait se dire, ok, on rentre dans la phase où la pression sur les salaires va se faire. Et si la pression sur les salaires se fait, quelque part, est-ce que la Fed aura besoin de baisser les taux? Non, parce que si la pression sur les salaires se fait, je n'ai pas besoin de baisser les taux pour dynamiser l'économie, puisque ça y est, les entreprises emploient au bon rythme finalement, et donc je peux rester sur le même taux. Si l'emploi se dégrade fortement, ok, ça peut me pousser à baisser les taux en tant que Fed, mais l'impact premier, ce sera quoi? Ce sera de se dire que du coup, la progression sur les salaires ne peut pas rattraper l'inflation. Et donc, en fait, le marché, j'ai presque un peu l'impression qu'il est pris un petit peu au piège vis-à-vis de ce sentiment. Et au milieu de ça, il y a l'IA. Et au milieu de ça, il y a l'IA qui est l'IA, c'est la seule locomotive d'investissement
qui permet au hard data d'être positive. Si vendredi, on avait une angoisse de potentiel bullia, qu'est-ce qui a changé entre vendredi et lundi dans ce week-end qui peut faire que on se dise, ben non, l'IA n'est pas l'arbre qui cache la forêt en termes d'investissement. Pas grand-chose qui sortirait cette semaine. Je ne vois pas qu'est-ce qui sortira cette semaine qui peut changer ça. Et donc là, en fait, on est un peu plus parti, selon moi, pour un sentiment où le marché devrait avoir ce sentiment de se dire c'est peut-être le bon moment pour corriger un petit peu, pour retracer un petit peu des zones clés, pour pouvoir se dire dans un second round, on repartira à l'attaque s'il le faut, mais pour l'instant, l'IA doit nous prouver qu'elle est capable de tirer l'économie américaine vers le haut. Et là, en l'occurrence, les boîtes IA n'ont pas communiqué des chiffres qui permettent de penser qu'elles sont capables de tirer l'économie américaine vers le haut. Donc, du moins, elles ont publié des bons chiffres, mais elles n'ont pas publié ou elles n'ont pas parlé d'un 2026 qui laisserait penser ça. Donc, si on continue dans la phase de correction qui est saine, hein, qui n'est pas une phase de correction démentielle, qui n'est pas une phase de correction où c'est le couteau qui tombe et ça va être la guerre sur les marchés, rien à voir. Mais cette phase de correction qui pourrait revenir, voyez, vers cette pression baissière, regardez celle-ci que l'on avait tracée hein, depuis, donc du coup, à peu près depuis là, novembre, quand on était sous la pression baissière. On pourrait revenir dessus. Si on devait revenir dessus, la toucher, forcément, on aurait une phase de rebond. Et une fois qu'on arrivera à l'intégrer, elle nous servira de blocage pour retravailler un petit peu plus à la baisse, selon moi. Donc, ce qui fait que mon premier target, forcément, c'est le 25 000. Okay. Là, on voit bien quand même, pour ceux qui pourraient en avoir encore besoin visuellement, on voit bien que l'endroit où s'est arrêté le marché, ici, il n'est pas anodin, puisqu'il est relié finalement à ces plus hauts-là. Hein. C'est assez clair, on le voit très bien. Okay. Donc, c'est la même boîte, c'est la même zone sur ce niveau-là. Okay. Je pense que c'est évident, ça se remarque assez facilement. D'accord. Si on prend même le plus bas. Voilà. Donc maintenant que on a touché cette zone-là, cette zone de point bas, qu'est-ce qui peut se passer? Ben forcément, finalement, ben ça va redevenir la zone bloquante. Hein. Le 25 350 va être très bloquant et parce que ben on l'a vu quand il était monté, c'était la zone sur laquelle il bloquait là, il stagnait, il s'est réappuyé avant de repartir. Maintenant, s'il devait remonter, il bloquerait vers cette zone-là avant de rendre. Certainement, moi, je pense qu'on aurait l'objectif 25 000 à minimum, parce que regardez, le 25 000, il marchait pas trop mal, hein, que ce soit ici ou que ce soit ici, sur cette phase-là. OK, on le voit. Donc, le 25 000 est toujours bon. Puis, on va se rapprocher après du même target que ce qu'on s'était marqué. Bon, on avait mis cette semaine, tiens, on va prendre le temps de 2 minutes un petit peu de regarder ce qu'on s'était dit dans la semaine. Dans la semaine, on avait dit lundi, ici, on était au lundi 8. Lundi 8, on avait dit point haut 25 850. Bon, ben, c'est pile ce que l'on a eu hein, ici. Regardez, 860. Et là, pouf, on est descendu. On avait dit en point bas, le lundi, mardi, on avait dit le 25 600. On est venu à 25 565, hein, donc on n'était vraiment pas loin en termes de chiffres. Et après, on a stagné autour. On s'était dit qu'au moment de la Fed, on serait certainement vers les 25 700. On était un petit peu plus bas, on était plutôt vers les 600 quand même. Il faut dire ce qui est, c'était par ici, le moment de la Fed, 19h, voilà, on était vers les 600. 610. Et donc, du coup, après, on a eu à 20h la publication du taux. La Fed qui nous a ramené vers les 850. Vous voyez, c'est pile là où on a buté avant de tout rendre, de retoucher les 850 au moment de la clôture avec donc du coup les résultats de Broadcom et de tout rendre le lendemain puisque on avait
on avait eu l'inquiétude sur Broadcom et sur la publication, donc la conférence de presse de ses dirigeants. Donc, si cette inquiétude perdure, on aura le même target à la baisse que la dernière fois, et surtout, si on devait remonter, si on devait être haussier, premier blocage 350, on le voit bien ici. Deuxième blocage, ben forcément le 600 qui a tant servi d'appui ici, hein, vous le voyez bien ici, comme ça, c'est tout ça, c'est le 600. Hein. Donc, on voit bien une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même presque 5 fois ici. Donc, le 600 sera là. Et après, le 850 qui sera la zone la plus haute, la plus difficile, elle aussi, à percer le plus haut du mois. Mais j'ai je pense vraiment pas qu'on puisse y retourner. Si on est déçu et si on continue à être un petit peu angoissé, donc le 25 000 sera une zone presque trop facile à casser, hein, j'ai envie de dire, et donc le target clair, ce sera un retour vers les 24 500 ici pour venir toucher ce canal de pression baissière que l'on avait depuis quelque temps. Et après, ben, potentiellement, même les 24 000. Hein. Les 24 000, si vraiment l'angoisse gagne tout le monde, vous voyez que le plus bas du mois précédent, c'est le 23 902. Donc, finalement, on aurait perdu un mois de gain. Avant les fêtes, on a normalement un rallye haussier en fin d'année, mais visiblement, c'est plutôt l'angoisse qui s'empare des marchés, et donc c'est plutôt le sentiment baissier qui devrait, à mon sens, gagner le marché avant la fin d'année. Mais, comme je vous dis, souvent, quand j'ai le sentiment qu'on est sur une phase de pression baissière qui pourrait démarrer, je me trompe et le marché s'inverse. Donc, peut-être que c'est encore le cas. Voilà, en tout cas, dans les zones clés, ce que l'on peut se noter. Donc, on va se le noter lundi, mardi. Parce qu'on avait un truc de septembre, c'était la zone bloquante 403,90. Quoi? Le 24 000? Ouais, 24 400, 24 390, c'était une zone bloquante en septembre. Ben voilà, ben là, elle revient, tu vois, ici. Ouais. 300. Alors, lundi, mardi, donc du coup, pour moi, on devrait venir au moins à 25 000, au moins à 25 000, voire, parce que là, on est quand même à 200. Tiens, si on fait... on perdrait pas grand-chose, on perdrait pas 1%. Déjà, il fera un arrêt à 7,5 normalement, non? Ou pas? Ah, mais non, je suis con, j'ai mis 25 000, moi aussi, forcément. Non. Il ne le fera pas, je pense pas, parce que regarde, il est au milieu de nulle part. D'accord. Ah ouais, regarde. Hein? Regarde. Ouais, peut-être là un peu, mais pour moi, c'est le 600 là qui est plus résistant, voire le 500 que le 7 et demi. Ouais, 500, d'accord. Donc, si okay. ouais, ça fait quand même du 2,70, c'est peut-être un peu chaud. Ouais, bon, quoique peut-être le 7,5 ou le 600. Cette zone, quoi. Ouais, le 600, je pense qu'on devrait le toucher en séance. Là, le 600, il est pas mal. On voit bien qu'il avait bien marché ici. Hein. Donc le 24 600, il est plutôt bon. Regardez ici aussi, c'était des zones sur lesquelles il était. Donc 24 600, on va se marquer. Moi, je pense que 25 000, c'est un enfant de. Pour moi, ce sera très très vite fait et même presque risqué parce que ce sera une zone clairement très rapidement gagnée par les vendeurs, à mon avis. Et très facilement. J'ai presque envie de dire, faites attention sur le 25 000 parce que ouais, je le sens pas fort ce 25 000, tu vois. Vraiment pas fort. Regarde, hein, il n'a pas été très fort hein, chaque fois. Hein. Regarde là. À chaque fois, il
transpercé, hein, ce 25 000. Il est plus bloquant à la hausse, finalement, qu'à la baisse. Hein. Donc, je m'en méfie. Donc, 25 000 très aisément, hein, risqué même, pour aller chercher donc 24 600. Pour moi, ça c'est clair, c'est évident. Et donc, mercredi, jeudi, vendredi, aller chercher pour moi 24 000. Donc, on a dit 400. Puis 24 000 quand même en point bas, si on faisait ça. Ouais, ça fait pas tant que ça fait 4,70 sur la semaine, hein, 4,75 sur la semaine. Donc on peut aller chercher les 24 000 hein, sur la semaine. Ça ferait une baisse que de 5%, même pas 5%, hein, 4,75. Hein, donc on peut aller chercher les 24 000. Puis 24 000 si l'angoisse perdure, hein, si on peut dire. Et si les stats ne nous aident pas non plus à trouver du positif dans tout ça. Si retournement de marché pour tendance haussière, alors donc du coup 25 350, 25 600 et 25 850 en blocage plus. Hein. Voilà, je vois pas comment on pourrait aller gagner ça. Donc, bon, moi je pense que de là, on devrait aller au moins chercher le 25 000, voire même un peu plus. Lundi, peut-être un petit rebond, revenir toucher le 25 000. Mardi, pourquoi pas revenir vers le 650. Hop. Mercredi, on retouche ici la tendance baissière. De toute façon, dès qu'on va la mécher, cette tendance baissière, dès qu'on va la toucher, là, pouf, on aura un effet de rebond, hein, je pense, ça c'est clair, pour ne pas rentrer dans cette tendance. Et quand on sera rentré dedans, on ira chercher les 24 000 et le point bas du mois assez rapidement. Donc entre 24 400 et 24 000, ça devrait aller assez vite. Regardez, si je prends le 24 400, où c'est qu'il est? Ben, il est, voyez, à mardi soir, mercredi, quoi. Mercredi, voilà. Donc mercredi, dans la journée de mercredi, il y a des chances qu'on vienne toucher cette zone. Vous voyez là, 19h, 18h, on est autour des 400. Et après, ben, regardez, jeudi, et on peut être ici jusqu'à vendredi 19, on peut être proche des 24 000. Et à mon avis, on serait, par contre, dans cette tendance baissière, on irait beaucoup plus vite vers le bas. Voilà. Hein. Donc, 24 000, mercredi, c'est très cohérent si on peut y aller. Ça peut être cohérent. 24 400, pardon, mercredi. D'accord. 24 400, 390. C'est une jolie rebond. Parce que lundi, mardi, mercredi, il n'y a rien. Il y a les PMI services, mais les PMI, on sait comment ils vont être, et les chiffres ADP mardi, on sait comment ils vont être. Les chiffres de l'emploi, ils ne seront pas bons, et les PMI, ils ne devraient pas être exceptionnels. Donc, à la rigueur, lundi, on peut aller chercher les 24 600. Mardi, essayer un petit peu de rebondir sur quelques chiffres intéressants, mais mercredi, retirer la chasse d'eau direction les 24 400. Hein. Et donc, ça nous ferait 24 600, donc 25 200, 24 600, 24 600, 24 750, voire 24 ici, pas loin des 25 000. Et après, mardi et mercredi, 24 400. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait là comme bloquant? Un peu plus bas. Sur les vieux papiers, là, il y avait
24 888, on a mis 7,5, 7,28, 6,50, super bon. Et après, c'est pareil, à peu près. 6,5, 600, 200. Et on finissait Moi, avec. je trouve que c'est pas incohérent d'être à 24 400 jeudi, vendredi, puisque les chiffres sur l'inflation vont sortir jeudi, vendredi, avec des chiffres du chômage. Et donc, quelque part, en fin de semaine, on pourra choisir. Soit on réintègre la pression baissière, soit on rebondit. Voilà. Quelque part, on aura toutes les cartes en main pour choisir. Donc, c'est cohérent de venir faire ça. Voilà. Bon. Ben, écoutez. Super. Ouais. Merci à tous. Ouais. Belle soirée. Donc, demain, il faut faire gaffe aux 25 000. Alors. Ouais. Moi, j'irai pas sur le 25. Ah non? Non, j'irai pas. D'accord, d'accord. Eh ben, merci de me l'avoir dit, parce que moi, je m'y serais jeté dessus, tu vois. Non, non, regarde. Je sais pas, il me semble boiteux, ce 25 000. D'accord. Regarde. C'est bien de le dire. Là, mais... Ouais, mais il faut pas sauter sur des chiffres pour les chiffres. Il faut les regarder. Il y a certains chiffres, j'ai confiance plus aux chiffres. Oui, mais regarde. Oui, mais regarde. Là, ce 25, tu le trouves plus solide à la descente ou à la montée? Tu le trouves plus fort quand il a un rôle de résistance ou quand il a un rôle de support? Quand il a un rôle de support. Ah, tu le trouves plus fort quand il a un rôle de support? Regarde, là, on venait d'au-dessus. Boum, il rebondit mieux dessus que le contraire. Ah ouais, tu trouves? Non. Bah, écoute, non, je sais pas les autres, dites-moi. Hein. Peut-être quand il monte, il s'appuie bien dessus et il repart. Ah, mais quand il monte, regarde, quand il monte là, il vient s'appuyer dessus pour repartir. Même la grande montée, là, il fait un peu de rouge, il monte, il revient, tac, tac, là. C'est quoi ça, le 24? Ouais. C'est vrai qu'il a trouvé. Je me rappelle pas qu'il nous ait trouvé. Je crois qu'il nous a trouvé qu'une fois, lui. C'est pas ça. Mais on s'en fout de ce que tu te rappelles. Regarde le graphique. Qu'est-ce qu'il te dit, le graphique? Le graphique, il te dit, cette ligne rouge, là, c'est le 25 000. OK? Regarde. Là, quand le marché évolue, quand le marché monte, ce 25 000, ici, il est bloquant. On est d'accord? Ça, c'est 1. Après, il redescend. Il le retouche, il bloque. Ça fait 2. Il redescend. Hop, il arrive à le franchir. Et après, il s'appuie dessus. 1, 2 et 3. Après, il s'appuie dessus. Mais une fois qu'il l'a franchi, il arrive à s'appuyer dessus sur des distances courtes. Une fois ici, une fois ici, une fois ici. Hop, par contre, quand il est bien parti ici, là, il est sur un autre bloc, on est d'accord. Il est sur une autre zone, et cette zone, c'est le 350, ce qu'on dit que ça va être bloquant. Donc, par contre, quand il revient, pouf, il le perce. Après, une fois qu'il l'a percé, il rebloque une fois dessus, ça fait 1. Il rebloque une deuxième fois dessus, ça fait 2. Il rebloque troisième fois dessus, ça fait 3. Et là, il tombe. Il arrive à le franchir. Il retape le 350, pareil. Et là, il le franchit. Est-ce qu'il rebondit ici? Non, il ne rebondit pas. Il va bien plus bas. Une fois qu'il arrive à le percer par le haut, il s'appuie, il rebondit. Bon, il part. Quand il revient dessus, regarde là, il revient dessus, bloum. Ici, le 350, il a bien tenu. Le 25 000, il s'est fait percer. Je suis désolé. Il y a quand même 400. Regarde là. Petit truc, regarde ici. Ici, ça a bien tenu. Ça avait bloqué une fois ici à la hausse, 2 fois ici à la hausse. Ici, ça a bien bloqué une fois. Ici, ça a bien bloqué 2 fois. On est d'accord. Par contre, lui, il s'est fait percer. Il n'a pas tenu. Après, bon, il remonte, OK. Là, hop, oui, cette fois-ci, là, il a rebondi. Quand il revient là, tu vois, il rebondit un peu. Il est proche du 25 000, il rebondit un peu. Pas beaucoup, hein. Et pas au 25. Ouais, et puis et même si tu prends, même s'il avait été au 25, il n'est pas de beaucoup le rebond, tu vois, par rapport à ce que tu peux avoir des fois. Donc voilà. Après, il le perce par en bas, OK. Et là, maintenant, à la montée, regarde, ici, il bloque. Ici, il bloque. Ouais, en fait, c'est plus résistant quand ça doit le remonter, quand ça doit le retracer à la hausse, il est résistant. Mais quand il descend, qu'il arrive d'en haut, il le perce, en fait. Quand il arrive d'en haut ici, il le perce. Quand il arrive d'en haut ici, il le perce. Quand il arrive d'en haut ici, il le perce. Quand il arrive d'en haut ici, il le perce. Imagine. Ouais. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À gauche aussi, voilà. Donc, moi, j'ai pas envie de le prendre. D'accord. Ben ouais, je le prendrai pas.
Donc, il est plus fort quand c'est une résistance à la hausse que quand c'est un support, en fait. Ah oui. Eh oui. D'accord. D'accord. Ouais. Allez, donc voilà. Super Donc, du pour coup, moi, je vous déconseille celui-là. Le 650 a l'air bien meilleur. Ouais. Regardez. 650, ici, il est bien meilleur. moi. Voilà. C'est ça. Bon, super. Merci beaucoup. Allez, belle soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. À demain.